beaucoup. Alors, je vais enchaîner immédiatement donc, avec la présentation du master dans son ensemble, hein. Je vais vous parler de la première année et de la deuxième année du master, qui fait partie de la mention à Dauphine qui s'appelle Politique publique. Donc, c'est un master de sciences sociales qui accueille surtout des étudiants qui ont une formation en sciences sociales, plutôt sociologues, politistes, historiens, qui ont fait de la démographie, de l'ethno, ou de l'économie aussi, ça peut arriver pour certains d'entre eux. Donc le M1 est très varié, je vais vous en parler dans quelques instants. Et le M2 est centré sur les études et les enquêtes en sciences sociales. Euh, alors il a une particularité, c'est qu'il s'est spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques. Alors, en rompant avec la vision très économiciste, souvent de l'évaluation qui est promue dans d'autres masters d'économie, qui essaye de réduire la question de l'évaluation, c'est-à-dire de l'analyse des effets concrets qu'exercent les politiques publiques dans les secteurs dans lesquels elles sont déployées. L'idée, c'est de ne pas la réduire à sa dimension principalement comptable et financière, mais d'être attentive à la très grande diversité des usages, des formes de réception, dont ces mesures ou ces programmes de politique publique peuvent être l'objet. On s'appuie à cette fin sur les outils, les concepts et la méthodologie propres aux sciences sociales. Et la spécificité de ce master, c'est qu'il y a une très grosse formation en quanti. C'est pas simplement une formation en sciences sociales quali, ce que vous pouvez trouver ailleurs si vous avez fait un peu de benchmarking de ce type de formation. Donc il y a beaucoup de formations en statistique pour être capable d'analyser avec les logiciels requis de très grosses bases de données et pouvoir asseoir les démonstrations ou les liens de causalité qui sont nécessaires pour montrer les effets concrets des politiques publiques. L'essentiel des étudiants sont en voie pro, les 2 tiers d'entre eux, mais on a un assez grand volant chaque année d'étudiants qui sont aussi inscrits dans la voie recherche et qui poursuivent en thèse après le M2, qui décrochent un contrat doctoral à Dauphine ou ailleurs et qui s'inscrivent en thèse de sociologie ou en thèse de sciences politiques. Alors les débouchés, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais je vous le dis tout de suite, il y a 2 grands types de débouchés. Les métiers des études et du conseil en sciences sociales dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi dans le domaine des études d'opinion, des études de public. Vous pouvez aussi rejoindre à l'issue de ce M2 un institut de sondage, voilà, ou le département études d'opinion d'un cabinet de conseil qui se spécialiserait dans l'analyse de la réception, des usages, de l'opinion, de l'évolution des humeurs de la population ou du public à propos d'une institution ou d'une mesure dont elle est la cible. Et puis, donc, les autres débouchés, j'en ai dit un mot, mais j'y reviendrai, ce sont les métiers de la recherche et de l'enseignement en sciences sociales, donc à l'université, au CNRS, mais aussi à l'INRAE ou à l'INSERM, puisqu'il existe plusieurs organismes de recherche que vous pouvez rejoindre avec un contrat doctoral à l'issue d'un M2. Alors le Master 1, je vous en dis un mot, hein, parce que même si certains d'entre vous sont déjà en master, il y a peut-être des étudiants qui sont en L3 parmi vous, donc je vous dis un mot du Master 1. Dans la majeure politique publique et opinion de la mention politique publique de Dauphine. Donc on aura 2 cours. Alors on entre dans une nouvelle maquette l'année prochaine qui a été un petit peu rénovée par rapport à l'offre de formation antérieure. Donc il y aura un cours de sociologie des crises et de la transition écologique pour tous les étudiants de la mention de master. Il y a un cours d'anglais renforcé de 36 heures pour vous permettre d'être à l'aise avec la lecture de la littérature anglophone et puis de pouvoir voilà, circuler aisément dans des univers anglophones professionnels. Des enseignements fondamentaux, alors plutôt centrés sur la science politique, donc un enseignement d'action publique, c'est un enseignement de politique publique, un enseignement de force politique comparée, qui essaye d'analyser la manière dont les organisations partisanes ou politiques au sens large, dans une perspective comparatiste, agissent, voilà, se mobilisent et puis essayent de conquérir des postes de pouvoir et de les exercer. Un autre cours centré sur l'action collective et la représentation des intérêts, donc qui est plutôt centré sur les mouvements sociaux, mais aussi sur les groupes d'intérêts. Et puis, un gros volant de cours méthodologiques avec une grosse enquête de terrain,
dont le lieu chaque année change. Tantôt c'est un hôpital, tantôt c'est un quartier, tantôt c'est une prison, tantôt, qu'est-ce qu'on a fait le quartier de la Défense. Vous voyez, à chaque fois, on envoie les étudiants sur le terrain, ils choisissent un sujet et ils mobilisent les outils de l'enquête qualitative, observation ethnographique, études à base d'entretien, analyse aussi de documents éventuellement qu'ils peuvent recueillir pour formuler une question de recherche, produire des données originales et les exploiter. Tout ça dans un temps ramassé qui dure 7 jours, une semaine. Et puis, vous êtes formé aussi à la question de l'enquête statistique, donc à la manipulation de vastes bases de données. Et on vous forme avec 2 logiciels, le logiciel R, qui est un open source, qui est très utilisé dans les organisations privées et publiques aujourd'hui, et puis le logiciel SAS aussi, qui reste encore, même s'il est moins usité, utilisé dans de grandes administrations publiques et parapubliques. 2 cours optionnels aussi en M1, que vous choisissez parmi ce volant de cours, décision, organisation et politique, histoire des politiques urbaines, International Political Sociology, Gender Studies, genre et inégalité, et espagnol ou allemand. Voilà, ce sont 2 cours que vous pouvez choisir en fonction de vos goûts, de vos centres d'intérêt, de vos perspectives professionnelles ultérieures. Au second semestre, on se retrouve aussi avec un volant de cours obligatoire qui vous prépare au M2, donc qui est plutôt centré sur la question des politiques publiques, donc avec un cours sur l'évaluation, un cours sur la transformation de l'action publique, hein. On dit souvent que les politiques publiques sont assez inertes, qu'elles ont tendance à reproduire des schémas préexistants, mais on peut observer aussi qu'elles se transforment malgré tout profondément, de manière un petit peu incrémentale. Un cours aussi sur les politiques européennes, un cours parce que ces questions-là sont importantes aussi sur les enjeux du travail et de l'emploi, et puis, de nouveau, vous renouez avec, un cours de pratique d'enquête, statistique pour, bien vous former à l'usage à la production et à l'usage et à l'interprétation des données statistiques. Ensuite, vous avez des cours optionnels que vous prenez parmi ce volant de cours qui vous est proposé, centrés sur les pratiques et les politiques culturelles, centrés sur la question de l'expertise et des controverses, centrés sur les grandes enquêtes, statistiques, avec une intervenante professionnelle, qui vient de la DARES, centrés sur les instruments de l'État et du capitalisme aussi. Donc tous les outils, vous savez, notamment numériques, organisationnels, comptables, qui sont utilisés pour mettre en œuvre les politiques publiques et qui enferment des visions du monde, qui sont tout à fait, particulières. Et puis un cours, donné par nos collègues, qui sont spécialistes, des politiques urbaines sur les mutations urbaines et les inégalités socio-spatiales. Au terme du M1, vous faites, un mémoire. Alors soit vous vous inscrivez dans la voie recherche et vous faites un mémoire de recherche où vous êtes accompagné par des collègues universitaires qui vous aident à réfléchir à la formulation d'une question de recherche, à la mise en place d'un protocole de recherche, donc le choix d'un terrain d'enquête et à l'analyse de vos données pour, produire un mémoire assez ambitieux qui doit faire, 80 pages à peu près. Ou bien vous faites un mémoire de stage. Vous avez 2 mois de stage à faire obligatoirement dans l'organisation privée ou publique, que vous souhaitez, et vous faites un mémoire, alors qui est moins ambitieux, mais qui doit quand même s'appuyer sur les concepts et les outils des sciences sociales. Passons au M2. Est-ce qu'il y a des questions sur le M1? Des choses, que vous souhaiteriez savoir, qui vous paraissent un petit peu obscures? Excusez-moi, la lumière est pas très. Non? C'est bon? Je poursuis? Oui, vous avez une question, Lola? Je vous écoute, ou bien vous l'écrivez si vous le souhaitez. Ah, il y a une question, pardon, je regardais pas le chat, excusez-moi. Oui, bonjour, dit-elle. Qu'est-ce que cela implique l'attribution de 9 ou de 12 ECTS? Ah oui, je reviens en arrière. Tout simplement, ça veut dire que le mémoire de recherche pèse un peu plus lourd dans la validation de votre diplôme que le mémoire de stage. Donc les ECTS, vous savez, ce sont ces crédits européens qui permettent aux étudiants de circuler dans l'espace européen, de faire valoir l'obtention d'un certain nombre d'enseignements. Donc
Voilà, c'est tout simplement, les autres cours, en général, ils font 3 ECTS, vous voyez? Donc ça vous donne une idée du temps de travail que requiert un mémoire. C'est quasiment 4 fois plus de temps, qu'un cours classique de 18 heures. Je ne sais pas si ça répond à votre question? OK, merci, Lola. J'enchaîne avec le M2. Alors j'ai ramassé ça sur une seule page pour aller plus vite. Donc c'est écrit en tout petit, hein, faut bien regarder. Donc au M2, on a des cours fondamentaux, savoir, mobilisation et action publique, ainsi qu'un cours un cours sur les enjeux environnementaux des politiques publiques, qui est un peu moins, ambitieux. Il fait que 3 ECTS parce que le cours savoir et mobilisation et action publique fait 24 heures. Celui sur les enjeux environnementaux fait 18 heures. Donc ce sont des cours, qui sont transversaux à l'ensemble, du M2. Ensuite, vous avez des cours de méthode Cali, un cours de pratique avancée des méthodes Cali qui est à la fois suivi par, ceux de la voie pro, ceux et celles de la voie pro et ceux et celles qui s'inscrivent plutôt en voie recherche. Un cours centré sur l'évaluation des politiques publiques, qui est donné par un spécialiste du sujet qui travaille au CREDOC, un collègue à nous. Et ensuite, il y a un gros volet de cours sur les méthodes Canty, avec une mise à niveau en stats pour ceux d'entre vous qui seraient peu à l'aise avec les statistiques, un peu effrayés à l'idée de devoir faire tourner sur des logiciels de stats de grosses bases de données et de les interpréter. Heu, voilà, donc c'est un cours de mise à niveau. Ensuite, un cours de théorie des statistiques et ensuite vous êtes, en atelier dans des salles d'informatique sur ordinateur. Vous travaillez, vous-même à partir, d'une question que vous vous êtes, posée, un corpus de données, soit sur R, le logiciel R, soit sur, SAS. Anglais pour les sciences sociales, bien sûr, c'est indispensable et en matière d'insertion professionnelle, vous êtes aidé et accompagné, dans votre recherche, d'emploi, dans le cadre d'un atelier métier pour ceux qui sont dans la voie pro ou d'un atelier recherche pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui sont inscrits, et inscrites dans la voie recherche. Au second semestre, qu'on appelle le semestre 4. Le parcours pro prend Si vous êtes en parcours pro, vous choisissez 4 séminaires parmi la liste qui est en orange sous vos yeux. Et si vous êtes en voie recherche, c'est un peu allégé comme vous avez un gros, gros travail, pour faire votre enquête, votre mémoire et votre, projet de thèse éventuellement si vous candidatez au contrat doctoral. Vous avez, 2 fois moins de cours optionnels à prendre au semestre 4. hem que ceux qui sont en voie pro. Alors pour répondre à Juliette, je parle d'une voie pro et d'une voie recherche. Il faut faire ce choix de voie au tout début, et la différence entre les 2 parcours, c'est celle que je viens d'indiquer. Vous avez des différences en termes d'enseignement, vous en avez moins en voie recherche qu'en voie, pro. Il y a des petites différences aussi d'enseignement, par exemple, sur l'insertion professionnelle, vous êtes accompagné dans un atelier recherche, donc en petit comité. En général, vous êtes 7-8 à vous inscrire dans la voie recherche. Alors l'année prochaine, il y aura aussi des étudiants qui viennent des autres, majeurs, du master politique publique qui rejoindront cet atelier recherche et ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à la manière dont on peut améliorer, son écriture. Quand on est confronté à un mémoire, on est souvent, voilà, confronté à des études de cas qu'on a du mal à généraliser, à une masse de données extrêmement hétérogène dans laquelle, on ne sait pas très bien par où commencer. On s'inscrit parfois dans une perspective aussi comparatiste dans le temps et dans l'espace et on ne sait pas très bien comment aborder les choses. Donc vous êtes accompagné, par moi, en ce moment, et par mon collègue Samuel Bourron qui codirige avec moi le master 2 politique publique pour pouvoir, avancer dans ce travail d'écriture et vous désinhiber un peu devant, cet exercice qui consiste à écrire un mémoire de recherche, même si pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes déjà exercés à cet exercice, en master 1.
Alors je vais répondre à vos questions juste après, je les reprendrai toutes, et je finis sur la présentation si ça vous dérange pas. Est-il possible de faire le mémoire de recherche en M1 et suivre la voie pro en M2? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Alors parmi les enseignements optionnels que vous pouvez choisir au semestre 4, vous les voyez, ils sont en orange, c'est en tout petit sous vos yeux. Évaluer l'efficacité de l'État social, c'est Dominique Méda. Genre et action publique, Alban Jacquemart, donc sur les problématiques de genre dans le domaine des politiques publiques. Un cours sur les politiques éducatives, qui est donné à la fois par des intervenants du CNESCO et du ministère de l'Enseignement supérieur et des universitaires, un cours sur les politiques culturelles que je donne moi, un cours sur l'expertise internationale qui est donné par un collègue universitaire, et puis un cours de méthode des sondages qui est donné par un collègue qui travaille dans un institut de sondage. Et vous avez aussi la possibilité de choisir une UE dans l'offre de PSL, donc d'aller à l'École normale supérieure, par exemple, à Jourdan, choisir un séminaire qui vous intéresse dans un master de recherche de Jourdan, ou bien de choisir de suivre l'un des séminaires thématiques de notre laboratoire. Il y en a beaucoup de séminaires que vous choisissez et au terme duquel vous présentez vous-même votre travail qui sera commenté donc, par le public du séminaire. Pour ceux qui sont dans la voie pro, vous avez un stage de 4 mois au minimum à faire, au terme duquel vous soutenez un mémoire qui doit être rendu à la fin du mois de septembre et soutenu dans la première quinzaine du mois d'octobre. Si vous faites un mémoire de recherche et que vous candidatez au contrat doctoral, là les délais sont beaucoup plus courts, il faut avoir soutenu au début du mois de juin et rédiger également un projet de thèse auquel vous réfléchissez avec vos encadrants, bien sûr, pour pouvoir présenter votre candidature au contrat doctoral. Quelques exemples de sujets de stage qui ont été faits ces dernières années dans le parcours pro. Un stage qui a été fait à France Stratégie sur la question de l'attractivité de la fonction publique. Un autre stage qui a été fait dans une entreprise de taille intermédiaire sur la question des chantiers d'insertion aux Jeux olympiques de Paris. Un stage fait à la région Île-de-France aussi, le pouvoir des données, la difficile légitimation d'un service d'évaluation d'une région. C'est une étudiante qui travaillait dans le service de l'inspection générale euh, de la région Île-de-France qui est chargée des questions évaluatives, le conseil régional. Quelques exemples aussi de mémoire de recherche. Quand la neige viendra à manquer, les stations de montagne à l'heure du réchauffement climatique. Voilà, une interrogation sur l'avenir des stations de montagne à l'heure de la disparition progressive de l'enneigement à moyenne altitude et même bientôt à haute altitude. Le poids du marteau, la délicate féminisation du métier de commissaire-priseur. Donc vous voyez que parfois les sujets n'ont pas grand-chose à voir avec les politiques publiques. Ça peut être le cas ici, d'un sujet qui est plutôt centré sur les transformations d'une profession, alors qui est très fortement régulée par les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'elle voilà, elle a sa pertinence au sein du M2 PPO, puisqu'il s'agit du métier de commissaire-priseur. Et un autre exemple, la fabrique des élites, l'ethnographie d'une école de la philanthropie. C'est un étudiant qui avait travaillé avec moi l'année dernière sur une fondation qui se propose de donner des cours d'éducation à la philanthropie dans des établissements scolaires français. Alors, en termes d'insertion professionnelle, que donne le M2 PPO, puisqu'on l'appelle comme ça, politique publique et opinion? Je vais dans un premier temps vous présenter les métiers des études et du conseil en sciences sociales. Donc un premier volant de débouché concerne l'évaluation des politiques publiques, qui porte à la fois sur des enjeux sectoriels, donc qui recoupent généralement les grands découpages ministériels ou les grands découpages des administrations déconcentrées de l'État, éducation, jeunesse, travail et emploi, aide sociale, santé, culture et j'en passe. Ou bien vous pouvez aussi travailler dans le domaine évaluatif sur des enjeux beaucoup plus transversaux qui vont concerner des administrations publiques, parapubliques et même des entreprises par ricochet, qui peuvent être concernées par la question de la reconversion écologique, la question du développement territorial, la question de la prise en charge des personnes en situation de handicap, la question de la lutte contre toutes les formes de violence et les discriminations, par exemple.
Alors, où pouvez-vous travailler? Vous pouvez vous retrouver soit chez un commanditaire d'études et d'enquêtes, donc ça peut être un ministère comme la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Ça peut être aussi le secrétariat général de l'exécutif politique d'une collectivité, d'une région, un département ou une grande agglomération, qui a donc internalisé un service d'évaluation qui va s'attacher à rédiger des appels d'offres, c'est-à-dire à préciser quelles sont les visées de l'évaluation qu'il compte mettre en œuvre, quel est le contexte dans lequel elle s'inscrit, quelles sont les questions que se pose la collectivité ou le ministère qui justifient la mise en œuvre de cette évaluation. Donc le service doit faire un appel d'offres, procéder au choix des prestataires et il doit accompagner la mise en œuvre de cette étude, c'est-à-dire très, très bien connaître le cadre conceptuel et méthodologique, de ces enquêtes en sciences sociales et être capable de participer à l'interprétation aussi des résultats et de les valoriser sous des formes, très différentes. Vous pouvez aussi travailler chez un prestataire d'études internes. Vous avez parfois, c'est le cas dans les gros ministères sociaux notamment, des services d'évaluation qui sont internalisés. C'est le cas de la DREES par exemple, du ministère de la Santé, de la DARES qui est liée au ministère du Travail, du SIES qui est lié au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du CNESCO, qui est le bras armé du ministère de l'Éducation nationale en matière d'études. Donc là, vous êtes un chercheur intégré dans le très gros service d'études et de stats d'un ministère, ou bien cette enquête évaluative peut aussi être externalisée quand les ressources font défaut en interne auprès de prestataires d'études externes. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver, vous, comme étudiant jeune diplômé qui vient d'être récemment recruté, vous pouvez vous retrouver dans un cabinet conseil, soit un cabinet conseil à taille humaine, de taille relativement moyenne, qui est spécialisé dans les enquêtes en sciences sociales. C'est le cas de Cadran Conseil, de l'agence phare, d'ESDO Études, dans lesquelles on a un certain nombre de nos anciens diplômés. Ou bien vous pouvez vous retrouver aussi dans le département affaires publiques d'un gros cabinet conseil, Wavestone, PwC. Là, vous voyez, on a aussi un certain nombre de nos diplômés qui y travaillent. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un service interne d'un ministère ou quand vous êtes dans un cabinet conseil? Eh bien, on va vous confier la conception et la mise en œuvre d'une enquête. On va vous poser une question, on va vous dire, voilà, on se pose des questions, on a imaginé tel ou tel protocole d'enquête, hein, ça c'est le commanditaire de l'étude qui va vous soumettre cette proposition, et vous allez procéder à une analyse de la littérature scientifique, et vous allez échafauder en collaboration avec le commanditaire d'études, un certain nombre d'hypothèses et de cadrages théoriques pour bien planter, disons, la question qui va guider l'évaluation qui vous a été confiée. Et là, ensuite, vous faites comme les chercheurs voilà, en sciences sociales, vous allez vous appuyer soit sur la production et l'exploitation de données quanti, soit sur la production et l'exploitation de données plus quali, donc qui reposent pour l'une sur l'exploitation de questionnaires et de données statistiques, et pour les autres, sur tous les outils des méthodes quali, observation, entretien, analyse de documents ou éventuellement archives aussi. Et ensuite, vous présentez ce travail de manière souvent très diversifiée, des notes, des synthèses, des PowerPoint, des rapports évidemment beaucoup plus complets, des articles aussi que vous pouvez publier dans les revues institutionnelles du commanditaire de l'étude, des articles scientifiques éventuellement si vous pouvez, et puis souvent vous êtes invité à présenter oralement sous des formes très différentes de votre travail. Ensuite, vous pouvez aussi faire des études d'opinion et des études de public. Donc on a très peu d'étudiants chaque année qui rejoignent ce secteur-là, mais on continue à former quand même des étudiants parce que certains d'entre eux sont intéressés par ce secteur. C'est le secteur des études d'opinion, hein, des instituts de sondage, qui se spécialisent dans tout ce qui est résultats électoraux,
analyse des métamorphoses, des transformations de l'opinion publique sur tel ou tel enjeu, essayer d'explorer l'humeur de l'opinion publique sur un enjeu qui tout à coup fait irruption dans le débat public, faire des études d'audience aussi pour la radio, la télévision, mais pas simplement pour d'autres, analyser aussi le rôle des influenceurs, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Et les publics qui sont étudiés, ce sont des citoyens, des électeurs, des usagers d'un service public, des visiteurs d'un établissement, ou des parties prenantes d'un enjeu particulier qui intéresse le commanditaire. Alors où est-ce qu'on trouve ces services, d'études d'opinion et de public? C'est un peu la même chose que précédemment, soit ils ont été internalisés dans les institutions considérées, c'est le cas des services d'études d'opinion ou des départements des publics, des grands services publics, français. Le service, par exemple du Premier ministre a son propre, institut de sondage, alors qu'il travaille beaucoup avec des instituts de sondage, privés, mais enfin le SIG, diligente, un très, très grand nombre, de sondages et d'études d'opinion chaque année. Vous avez aussi, tous les grands musées nationaux, le musée du Louvre par exemple, qui a son propre département des études de public, Radio France bien sûr, Orange aussi, une entreprise, dans le privé qui a son propre, service d'études et de recherche et qui fait beaucoup d'études aussi de public sur les usages des écrans, des outils numériques. Et puis, vous pouvez aussi, travailler avec, chez des prestataires externes. Heu, vous avez un commanditaire qui s'interroge sur le profil de ses visiteurs ou du public, auquel il offre des prestations, ou des biens particuliers et qui va externaliser auprès, de ces entreprises qui sont spécialisées dans ce type d'activité, des études sur le sujet. Donc ça peut être le Crédoc, Voice, l'IFOP, l'Ipsos, tout autre, voilà, organisme d'études spécialisé, sur ces questions. Donc concrètement, comment ça se passe? Le commanditaire, formalise un cahier des charges, il passe éventuellement un marché public si, l'ampleur du budget que requiert cette étude est important. Il définit les objectifs de l'étude, il spécifie quelles sont les sources disponibles, il fait un certain nombre de recommandations méthodologiques. Et ensuite, celui qui prend en charge cette étude va produire et traiter les données et il va les assortir de préconisations, heu, qui seront, énoncées dans les livrables. C'est le nom que l'on donne aux, produits de ce type d'études. Autre, volet aussi des débouchés offerts par le master, ce sont les métiers de la recherche et de l'enseignement en sciences sociales. Alors ça n'apparaît pas, de manière, très claire dans l'offre de formation de Dauphine, mais le master politique publique et opinion, est celui qui, au sein de la mention de master de Dauphine, produit entre guillemets «le plus de doctorants». C'est chez nous, principalement que les doctorants sont formés, doctorants qui rejoignent ensuite des thèses en sociologie et en sciences politiques. Donc si, ce type de débouché vous intéresse, sachez que ce master forme à la sociologie des problèmes publics, à la sociologie des politiques publiques, à la sociologie des acteurs qui se font concurrence pour se saisir d'une question, la publiciser, l'investir dans le sens politique et se mobiliser autour de cette question. Alors quelques exemples de sujets de thèse ces dernières années, une histoire des mouvements féministes alternatifs, les stations de montagne à l'ère du réchauffement climatique, c'est le garçon, dont je vous ai parlé précédemment qui avait fait son M2 sur le sujet et qui a poursuivi en thèse. Les usages politiques du patrimoine, c'est une étudiante qui travaille sur les usages, politiques, notamment des châteaux, dans les familles d'aristocrates et de châtelains. L'autisme aussi comme problème de santé publique, une étudiante qui fait sa thèse, sur, l'Égypte. L'autisme, le problème de l'autisme et l'invisibilisation de l'autisme en Égypte, ou les transformations de la profession de scénariste à l'ère des plateformes. Puisqu'avec l'arrivée de Netflix, dans le monde, culturel, le monde de la production audiovisuelle et du cinéma, le métier de scénariste s'est profondément, transformé. Voilà et donc
Dans le M2, vous apprenez à élaborer une question de recherche, à mettre en œuvre une enquête de terrain, à produire des données originales et à les interpréter et à valoriser ensuite, de manière écrite et de manière orale, votre travail au terme de la production d'un mémoire, que vous rendez à la fin de votre M2. Alors quelles sont les perspectives professionnelles qui sont offertes à celles et ceux qui choisissent cette voie-là? Eh bien, vous pouvez candidater au terme de votre thèse, sur des postes d'enseignants-chercheurs à l'université. Alors en général, on n'a pas un poste d'enseignant-chercheur immédiatement, on a souvent ce qu'on appelle des post-docs, c'est-à-dire des contrats après la thèse, d'1 an, 2 ans, 3 ans sur des sujets de recherche qui sont généralement assez proches de ceux que vous avez, précédemment traités dans votre thèse. Vous pouvez devenir ATER. ATER, ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Ce sont des contrats courts, qui sont proposés au thésard. Et puis vous pouvez décrocher un poste, à l'université. C'est un univers très concurrentiel, mais voilà, il y a des postes chaque année qui sont, offerts en sciences sociales. Vous pouvez frapper à la porte du CNRS, bien sûr. En général, vous connaissez un parcours, assez long avant d'obtenir un poste au CNRS. Il y a beaucoup de contrats de post-doc qui sont nécessaires pour pouvoir valoriser son dossier. Ou vous pouvez, aussi vous retrouver dans un autre organisme de recherche comme l'INRAE, l'Institut national de la recherche, alors c'était autrefois agronomique, mais maintenant c'est qui travaille sur l'alimentation et l'environnement, je crois, l'agriculture et l'environnement, et l'INSERM qui travaille plutôt sur la recherche médicale et les questions de santé. Voilà, les partenaires du M2, vous en voyez ici quelques-uns, quelques logos, le Crédoc, Cadran Conseil, Orange, l'INED, l'Adresse, l'OFDT, l'IFOP, France Stratégie. Ce sont, les partenaires, qui accompagnent la formation des étudiants de longue date. Voilà, une petite diapo sur les savoirs et les compétences que vous maîtrisez au terme de ce M2. Bon, je passe, parce que c'est un peu descriptif. L'avis du master, alors on a une association, d'étudiants du M2 PPO qui, permet de souder les étudiants, de créer de la convivialité, de la sociabilité entre étudiants et puis de garder le lien, une fois que vous êtes sortis du diplôme, pour continuer à activer, voilà des relations qui peuvent, vous être utiles ultérieurement. On a toujours une page, Facebook. Je crois qu'on a un compte LinkedIn, j'ai oublié de le mettre ici, qui est un petit peu plus visité que Facebook. Un carnet hypothèse aussi qui permet de valoriser les travaux des étudiants qui sont passés par la voie pro ou la voie recherche. Et puis on essaye d'organiser au moins une fois par an un événement, une conférence autour d'un sujet, qui est choisi d'un commun accord avec, les étudiantes et les étudiants du M2. Pour candidater, l'année dernière, on a eu 112 candidatures et on a admis 18 étudiants. La plateforme Mon Master ouvre en février-mars, donc soyez attentifs aux dates, parce que ça bouge pas mal, hein, chaque année. Et on a, voilà une session, dont, la fenêtre d'ouverture est assez réduite, donc ne ratez pas les dates d'inscription. Si votre dossier est sélectionné, vous êtes, sollicité pour passer un entretien en visio avec nous entre la fin mars et le début du mois d'avril. Et quand je dis moi, enfin quand je dis nous, c'est moi et Samuel Bourron, qui discuteront avec vous de votre projet professionnel et de vos intentions. Voilà, vous avez, nos coordonnées si vous voulez, discuter avec, nous poser des questions, Samuel Bourron, dauphine.psl.eu, moi-même c'est Sabine Rosier et notre assistante, l'assistante de la formation, c'est Régine Mbida, donc vous trouvez ici, le les coordonnées. Je reviens en arrière, hop. Voilà, heu eh bien, il nous reste 25 minutes pour discuter, ensemble et pour que je puisse répondre à vos éventuelles questions. Est-ce que j'ai répondu à tout ce qui était dans le chat? Les ECTS, oui. La voie pro, la voie recherche. Donc oui, je vous recommande de faire ce choix le plus tôt possible. Hem, voilà, de toute façon, les choix d'options sont liés à votre inscription dans l'une ou l'autre des 2 voies. Heu, après
enfin là je parle pour le M2, hein, mais aussi pour le M1. Il faut choisir sa voie pour le M1 le plus tôt possible parce que les choix d'enseignement sont liés à la voie dans laquelle vous vous inscrivez. Mais on peut s'inscrire en voie recherche et aller en M1 et aller en voie pro en M2, ou l'inverse. Vous pouvez vous inscrire en voie pro en M1 et aller en voie recherche en M2, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Alors, pour candidater au M2, la procédure se fait par Mon Master, oui, candidat. Je vous avoue que je ne sais plus, je me demande si c'est pas e-candidat pour le M2, effectivement. Ça sera indiqué sur le site de Dauphine. Excusez-moi, hein, ma réponse n'est pas très précise, mais je sèche, Juliette, sur le sujet. Lola nous dit: «Je suis en L3 Lys, je suis intéressée par la question des enjeux de transformation du monde du travail, du management et de l'organisation au regard des nouvelles technologies et du développement durable». Oui, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la réflexion du master ainsi que dans les potentiels débouchés? Si vous travaillez plutôt sur les transformations du monde du travail, c'est plutôt le master pers peut-être qui, serait davantage ajusté, donc politique, enfin tout ce qui est lié à la responsabilité sociale, politique d'entreprise et responsabilité sociale, c'est l'une des majeures du master politique publique de Dauphine et il me semble que c'est un petit peu mieux ajusté à, ce que vous avez en tête. Est-ce que vous auriez des exemples de parcours de stage qui correspondent à cela? Les transformations du monde du travail ou du management et de l'organisation au regard des nouvelles technologies et du développement durable. Je pense à l'étudiant qui avait travaillé sur les stations de montagne. Il s'était interrogé sur le sort, en fait, des travailleurs, saisonniers des stations de montagne. Vous savez, ce sont des polyactifs. Ils travaillent à la montagne, en hiver et puis ils travaillent, sur d'autres formes d'emploi, en été et donc il s'était interrogé sur l'impact, en fait, du réchauffement climatique sur le rapport au travail et à l'emploi de ces différents, saisonniers. Donc ça peut être des guides de haute montagne, ça peut être heu, ceux qui travaillent le long des pistes, des pisteurs, des restaurateurs, des hôteliers. Voilà, il y avait ça. Il y avait aussi une étudiante qui avait travaillé avec moi sur les chantiers d'insertion, pendant les Jeux olympiques. Et donc on s'était, notamment interrogé sur le décalage qui existait entre, les objectifs extrêmement vertueux de ces chantiers d'insertion, qui sont censés, permettre aux plus précarisés de pouvoir mettre, le pied à l'étrier de l'emploi, et puis la réalité en fait de leurs conditions de travail. Ils étaient souvent exploités sur les chantiers, mal payés, et la précarité contre laquelle étaient censés, lutter ces chantiers, était finalement entretenue par ce type de dispositif public. Donc vous voyez, vous pouvez aussi trouver en PPO, enfin, vous pouvez être à l'aise aussi en PPO en travaillant sur les questions des métamorphoses du travail et des transformations organisationnelles, voilà, c'est tout à fait, possible. Dans cette optique, je me suis intéressée à la DITP, j'ai eu des retours assez négatifs quant à leur manque de budget, de poids dans les rapports de force. Quel regard vous portez sur ces éléments? Donc la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, c'est une direction qui se vit un peu comme étant à l'avant-garde, des transformations, des politiques publiques. Transformation numérique, transformation en termes de simplification des procédures. Elle a une place un petit peu marginale pour tout vous dire, un petit peu atypique. Effectivement, voilà, elle a une forme d'affichage extrêmement innovante, hein, un peu disruptive, si vous voulez, mais vous avez tout à fait raison, la réalité de son poids dans les rapports de force, des différentes directions, transversales, au sein des ministères est assez faible. Je suis tout à fait, d'accord avec vous. Donc, gros décalage entre le discours suivi, l'affichage de son goût pour l'innovation et puis la réalité, des effets qu'elle exerce sur les politiques publiques. Quel profil d'étudiant de L3 M1 recherchez-vous? Le profil IEP est apprécié? Oui, oui, bien sûr, il est très apprécié. Oui, oui, vous êtes tout à fait, les bienvenus. On a chaque année d'ailleurs des profils d'IEP qui nous rejoignent.
Ce que je pourrais dire, c'est que si vous venez d'un IEP, je vous conseille plutôt d'avoir un profil pour être admis chez nous qui soit pas un profil uniquement RI, relations internationales, théorie po, théorie politique, c'est-à-dire un profil d'étudiant d'un IEP, hein, Paris ou un autre, qui soit capable enfin, qui ait un rapport à l'empirie assez développé depuis quelque temps, c'est-à-dire qui ait fait des recherches empiriques en sciences sociales, qui ne se soit pas contenté voilà, de lire des livres et d'en faire de jolies synthèses, mais qui sache comment construire une problématique de recherche, monter un protocole d'enquête, produire des données originales et savoir les interpréter. Que vous ayez au moins touché à ce type d'activité dans votre L3 ou dans votre M1 avant de frapper à la porte du M2. Si vous avez un profil, pour le dire vite, uniquement théorique, euh, je, je... bon, je vous dis ça parce que parfois il y a des profils d'IEP qui sont spécialisés en RI, en relations internationales. Alors c'est tout à fait intéressant, mais ça ne correspond pas tellement à ce qu'on attend, parce qu'on attend quand même que vous soyez à l'aise, voilà, lorsqu'on vous confiera des enquêtes à faire, quoi. Juliette, merci pour votre réponse. Sur le site, il est écrit que la procédure pour le M2 est ouverte sur e-candidat. Ben, c'est ça, c'est e-candidat. D'accord, ok, super. Lola, merci. Juliette, je souhaite faire de la recherche sur l'évaluation des politiques agricoles. Super. Et l'opinion des agriculteurs. Est-ce que des chercheurs de l'INRAE et du campus pourront m'accompagner pour le mémoire? Oui, oui, bien sûr. À l'INRAE, on a une équipe INRAE qui est adossée, enfin, qui est intégrée dans l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, qui est le laboratoire de recherche de Dauphine. Il y en a qui travaillent sur les éleveurs laitiers, il y en a qui travaillent sur la manière dont les technologies numériques sont utilisées aujourd'hui par les agriculteurs pour pouvoir optimiser les besoins en eau, les ressources hydriques, vous voyez. Il y en a qui travaillent sur les filières vétérinaires, il y en a qui travaillent sur les questions de santé au travail aussi dans le monde agricole. Moi-même, je travaille sur la filière hippique, voilà, sur le monde des courses. Je ne suis pas à l'INRAE, hein, mais je travaille un peu là-dessus, je connais un petit peu la filière agricole. Laïa, vous vouliez poser une question? Je vous vois Oui, lever la main. pardon. C'est peut-être plus simple Oui, à allez-y. l'oral. Mm. Du coup, je suis en troisième année à Sciences Po Strasbourg, du coup, Ouais. et je me demandais, est-ce que c'était plus intéressant peut-être de candidater pour le M1 ou attendre d'avoir fait ma quatrième année ou pas? Parce que, par exemple, j'ai fait un stage en labo de recherche l'an dernier et j'envisage de faire un mémoire de recherche l'an prochain. Oui. Du coup, ça, oui, est-ce que ça vaut le coup de candidater en M1 ou pas? Franchement, c'est comme vous voulez. Vous serez un peu plus à l'aise si vous êtes déjà présente à Dauphine en M1 et que ça se passe bien pour vous, que vous appréciez la formation. Le M1 est en général assez apprécié. Franchement, c'est comme vous le sentez, hein. Après, il faut avoir d'autres éléments à l'esprit. La question du logement à Paris, qui est quand même très coûteux. C'est peut-être plus facile pour vous de rester une année supplémentaire à Strasbourg, hein, vous voyez, voilà, de finir votre quatrième année et puis de frapper à notre porte au moment du M2. Mais franchement, c'est comme vous voulez. Après, ce qui est bien, malgré tout, en arrivant dans le M1, c'est qu'il y a quand même une continuité et une cohérence entre les enseignements que vous allez recevoir dans le M1 et ceux que vous pourrez approfondir dans le M2. Mais il est aussi possible d'arriver directement en M2 sans être complètement dépaysé, hein. Donc, voilà. Ce que je vous conseille de faire dans le M1, c'est vraiment de faire des enquêtes empiriques. Alors dans les IEP, dans les universités, dans les formations en sciences sociales, vous en faites de plus en plus. Mais vraiment, voilà, je vous encourage à faire des petites enquêtes, des moyennes enquêtes, des mémoires qui soient ambitieux et dans lesquels, si vous voulez continuer en thèse, vous essayez de vous familiariser déjà avec des problématiques sur lesquelles vous pourriez travailler en thèse. Plus
plus vous y prenez tôt, mieux c'est. D'accord, merci. Je vous en prie. Juliette aussi, JZ, hein, je ne sais pas si c'est une Juliette ou quelqu'un d'autre. Je souhaite faire de la recherche sur les... Ah, mais si, j'ai déjà répondu, mais c'est bon. Ilona, oui, Oui, du coup, c'est plus simple de parler. oui, Sur le site, pour candidater en M2, c'est indiqué d'être titulaire d'un bac plus 4 en sciences politiques ou en sociologie. Mais pour un oui. étudiant qui a fait de la sociologie en licence, mais donc actuellement je suis en M1 économie appliquée, est-ce que c'est un frein premièrement à la candidature et un frein dans le suivi des cours d'avoir fait au final assez peu, voire presque pas de sciences politiques, ou est-ce que ça peut, c'est pas Non, forcément la fin du... ça peut aller. Après, si dans votre M1 déco appliqué, vous n'avez pas fait beaucoup. Bah oui, par définition, vous faites de l'économétrie, vous faites un peu de. euh, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Je pense que vous aurez plus de difficultés que quelqu'un qui viendrait d'une formation en sciences sociales classique, hein, Sciences Po, ethno, démographie, même histoire parfois. Euh, Bah après, si vous avez quand même fait 3 années en sociaux, c'est ça? Ouais. Et si vous avez un petit peu touché dans votre L3 à des enquêtes empiriques, c'est peut-être pas rédhibitoire, hein, c'est peut-être pas. Je sais pas, il faudrait regarder votre dossier. D'accord. Ouais. Mais peut-être essayer, je ne sais pas si vous avez des options, vous voyez, qui vous permettraient de toucher un peu à des sciences sociales empiriques cette année en dehors de l'économie. Oui, Si bah, enfin, TSE, honnêtement, tout est très technique, donc ça peut Ah pas oui, ah oui, c'est PSE, oui, ah ben oui, oui, oui. Mais intéressant. après, en quanti, vous serez super bien armé aussi. Donc, non, mais écoutez, pourquoi pas? Il vaut mieux avoir fait de la socio ou de la Sciences Po avant, mais c'est pas complètement impossible. Voilà, de recruter quelqu'un qui a votre profil. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, me dit Mathieu, il y a 25 étudiants en M1, 18 en M2 avec des candidats externes. Il y a beaucoup d'échecs en M1. Non, 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 ils échouent pas. Non, ils échouent pas, ils vont ailleurs. Vous savez, tous les étudiants veulent aller à Sciences Po Paris, donc il y en a beaucoup qui candidatent, qui sont admis ailleurs. Il y en a beaucoup qui partent en césure après le M1. Donc en fait, le volant d'étudiants, les 25 étudiants qu'on a en M1, on en retrouve un tiers en général en M2, parce qu'on en a un tiers qui part en césure, un autre tiers l'année d'après qui part dans un autre M2. Les étudiants dauphinois se vendent très bien dans d'autres formations de M2. Donc non, ils ont envie de voir ils vont à l'étranger aussi parfois. Certains souhaitent découvrir d'autres horizons que l'horizon dauphinois. Donc il n'y a pas d'échec quand même, hein, non, ils ont quasiment tous, sauf exception, leur master. Est-ce que j'ai répondu à tout? Euh, Ilona, de nouveau, c'est une vieille main Oui, ou... Oui, non, non, allez-y. du coup, j'ai une question. Dans le premier semestre de M2, il y Oui. avait, si on choisit la voie professionnelle, des ateliers métiers. Et je me demandais en quoi ça consistait. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques précisions dessus? Oui, dans le M2, c'est ça? Je Ouais, reviens c'est en ça. arrière. Hop, hop, hop. Où est-ce que j'avais mis ça? C'est quand je vous avais expliqué. Ici, là, atelier métier. Atelier métier, c'est un atelier. Alors, il est assumé par un ancien diplômé du M2 PPO cette année, qui travaille chez Wavestone, qui est l'un des Big Ten, des grands cabinets conseils français. Et il vous apprend à faire un CV, à faire une page LinkedIn, à faire des lettres de motif, à préparer aussi les mises en situation professionnelle. Vous savez, vous avez de plus en plus de recruteurs en fait qui vous demandent, euh, enfin souvent vous passez plusieurs étapes hein, avant de décrocher un job,
Vous voyez quelqu'un des RH, ensuite quelqu'un du département dans lequel vous allez être recruté, et puis parfois encore une troisième personne qui peut être votre futur supérieur hiérarchique. Et souvent, vous êtes placé dans la situation de devoir répondre à une mise en situation professionnelle. Donc on va vous dire, parfois c'est des choses assez simples, hein. On vous dit, imaginez que vous devez annoncer à votre équipe le déménagement de votre service à une centaine de kilomètres de là. Voilà, comment annoncez-vous ce projet à votre équipe? Donc ça peut être quelque chose d'assez général qui est uniquement lié au désir d'essayer de voir comment vous réagissez, ou quelque chose qui soit davantage lié à vos compétences professionnelles. Donc on va venir vous chercher D'accord, sur des choses que vous êtes censé maîtriser pour voir si vous êtes capable de transférer ce que vous avez appris dans un univers professionnel. Voilà, donc d'accord, c'est ce que fait le responsable de l'atelier métier. d'accord. Et du coup, j'ai juste une autre question, c'est sur la même page. Concernant les séminaires, est-ce que vous avez des exemples de séminaires un peu De séminaire de quoi? c'est écrit au semestre 4, parcours pro 4 séminaires. Mais du coup, Oui, 4 séminaires c'est parmi, c'est peut-être pas très clair, parmi la liste qui est en dessous. ok, Voilà, ok, d'accord. c'était Parce pas, que oui, oui, c'était pas c'est clair. Donc là, vous en choisissez 4. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous en oui, choisissez ok, 4 sur 7. Et si vous êtes en recherche, vous en choisissez 2 sur 7. Donc vous choisissez ce que vous ok, voulez. Voilà. super. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des diapos? Je ne sais pas si vous pouvez télécharger d'ailleurs le diaporama, ou si on vous donnera la possibilité de... Je reviens en arrière peut-être, et puis comme ça, vous me dites si vous voulez que je m'arrête quelque part. Voilà. Éloi, oui? Oui, pardon, excusez-moi madame. En Oui. fait, au regard de votre présentation, je vois bien que j'ai un parcours un petit peu atypique et je voudrais savoir dans quelle mesure serait possible d'en discuter avec vous avant le dépôt final des candidatures. Vous m'envoyez un mail? Oui, je vous fais ça dans la foulée de la visio. Voilà, c'est sabine.rosier. Vous avez vu, c'était à la toute fin, Oui, sabine.rosier. C'est sur le site aussi de Dauphine, hein. Dauphine.psl.eu. merci beaucoup. Voilà. Donc ça, je vous avais présenté les enseignements de Master 1. Voilà, je les repasse, hein, si vous avez une question, n'hésitez pas. Voilà. Les cours optionnels en Master 2, en semestre 2 du Master 1. Le mémoire de recherche ou le mémoire de stage en Master 1. Le M2. Voilà, ça c'est les cours de M2. Des exemples de... Je peux peut-être vous dire un mot aussi, puisque j'ai vu il y avait parmi vous certains qui étaient intéressés par la voie recherche. L'année dernière, on a 5 étudiants qui ont eu un contrat doctoral. Une qui a eu un contrat doc à l'UVSQ sur la profession de scénariste, je vous en ai dit un mot. Il y en avait une autre aussi qui a eu un contrat doc sur la question de l'éducation populaire et des colonies de vacances, sujet un peu atypique, à Paris-Cité. Elle avait eu la grecque de SES l'année précédente parce que, oui, j'ai oublié de vous en parler, mais il est aussi possible au terme du M2 d'avoir une place dans la préparation de l'ENS Ulm, qui est à Jourdan en fait, de l'ENS, enfin sur Ulm et sur Jourdan, pour préparer l'agrégation de sciences économiques et sociales. Si cette perspective vous intéresse, voilà, on a négocié avec la prépa la possibilité d'accueillir chez eux un étudiant qui est diplômé du Master 2 PPO. Et certains étudiants font ce choix chaque année. Ça vous sécurise un peu, hein, si vous avez la grecque après. Voilà, vous savez que vous pouvez basculer sur le lycée en cas de difficulté professionnelle quelconque. Mais beaucoup d'entre eux ou d'entre elles choisissent de poursuivre en thèse.
Et donc l'année dernière, on avait eu une étudiante qui avait eu un contrat doc à l'UVSQ, une autre à Lausanne, une autre à Paris-Cité, une à Dauphine, et puis encore une autre en démographie à Paris-Cité aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, on a fait le tour de ce qui vous intéressait. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions? Lila est en train de... Ok. Et Juliette, qu'est-ce qui vous intéresserait sur les politiques agricoles? Vous avez une idée un peu plus précise? Voilà. Alors, attendez, je vais repasser le diaporama s'il y a une diapo qui vous intéresse, sur laquelle vous souhaitez que je revienne. Pour le processus de recrutement, est-ce qu'il y a un calendrier pour les entretiens? Réponse: oui, c'est en fin avril, début mai, je crois. Je sais plus ce que je vous ai dit. Attendez, je vais regarder à la fin. Parce que je fais tellement de choses différentes. Non, fin mars, début avril, excusez-moi. Fin mars, début avril. Et ce calendrier vous sera donné très très rapidement après la réponse, après la sélection sur dossier. Ce sont des entretiens en visio. Comme certains d'entre vous sont très loin, on ne vous force pas à venir à Paris et à Dauphine pour nous voir, en chair et en os. Donc on vous propose des visios, c'est assez rapide, hein, ça dure un quart d'heure. On discute avec vous de votre projet professionnel pour l'essentiel. Oui, je souhaite étudier, dit Juliette, l'impact des jeunes agriculteurs dans la formation des JA, c'est ça? JA, quand vous dites JA, jeunes agriculteurs, dans la formation des idées politiques des JA. Qu'est-ce que ça peut bien être, les JA? Non, ça peut pas être ça. Des JA. Ah, c'est le syndicat des jeunes agriculteurs. D'accord. Ok. Dans la formation des idées politiques des jeunes agriculteurs. Oui, c'est une excellente idée, ça. C'est très, 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 très bonne idée. Il y avait Patrick Champagne, je crois, qui avait beaucoup travaillé il y a très longtemps là-dessus. Mais c'est une excellente idée de travailler sur la manière dont les jeunes agriculteurs aujourd'hui, entre la FNSEA, la coordination rurale, la Confédération paysanne, il y a beaucoup de syndicats agricoles dont ils contribuent à socialiser politiquement les jeunes agriculteurs. Très bonne idée. Est-ce que certains d'entre vous ont un profil très très éloigné des profils qui sont attendus pour le M2 et souhaiteraient me poser une question par chat ou oralement? Exactement, l'idée c'est un travail ethnographique sur la socialisation politique. Ah, c'est super ça. Non? Eh bien écoutez, chers amis, il est 19h30. Comme on a fait le tour de la question, semble-t-il, et que vous n'avez plus de questions, Laïa est en train d'écrire sur son clavier. Je pense qu'on peut se quitter, mais j'attends que Laïa nous dise merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Merci à vous d'avoir été nombreux ce soir. Je remercie aussi ceux qui regarderont cet échange en différé, puisque voilà, cette présentation est enregistrée. Donc, vous avez aussi certains camarades à vous qui la regarderont en différé. Donc, voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire, à Samuel Bourron et à moi-même, on y répondra très volontiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous et à bientôt. Merci madame, bonne soirée. Bonne soirée, merci.